Afrique Matin, bon réveil à tous, bonne journée, 5h30 en temps universel, 7h30 ici à Paris. Anthony Latier. Et Anne Kantner pour le journal. Bonjour Anne. Bonjour Anthony, bonjour à tous. La présidente centrafricaine tente de convaincre les partis politiques de participer au forum prévu à Brazzaville dans 10 jours. Mais certains mouvements politiques et religieux restent sceptiques. Ils préféreraient une réunion dans le pays et pas à l'étranger. La Fédération internationale des ligues des droits de l'homme dénonce des pressions contre Paul Mouilamboué pour essayer de faire taire ce policier condamné pour l'assassinat d'un défenseur des droits de l'homme en RDC en 2010 et qui accuse le chef de la police de l'époque. Sa femme a été victime d'une tentative d'enlèvement samedi dernier. Dans ce journal, nous parlerons également de l'inquiétude des églises évangélistes au Burundi après la nouvelle loi votée par l'Assemblée cette semaine, plus restrictive, et puis des efforts du gouvernement malien pour préparer les discussions de la semaine prochaine à Alger. La présidente centrafricaine a donc reçu hier différents partis politiques et responsables religieux. Il a été question du forum prévu dans 10 jours à Brazzaville. En principe, les groupes anti-Balaka et la Seleka devraient y signer un cessez-le-feu et les participants devraient aussi établir les grandes lignes du futur dialogue national. Mais tout le monde n'est pas emballé. Certains se demandent pourquoi ce rendez-vous a lieu dans un pays étranger. Pierre Pinto. Le souvenir des membres du CNT transportés par avion à N'Djamena au mois de janvier pour entériner la démission de Michel Djotodia est encore dans les mémoires des responsables politiques centrafricains. Aussi, quand la perspective d'un grand forum politique à Brazzaville s'est précisée, la classe politique et les responsables religieux ont exprimé leur refus dans une déclaration commune, un texte dans lequel ils décrivaient aussi leur colère d'être tenus à l'écart des grandes décisions prises à l'étranger mais concernant leur pays, une humiliation selon leurs propres termes. Hier, ils ont donc été reçus par la présidente Catherine Samba Panza pour faire valoir leurs arguments, écouter ses clarifications et des éléments dont ils n'avaient pas eu connaissance sur ce qui s'est dit au sommet de l'UA à Malabo fin juin ou lors de la réunion du groupe de contact en début de semaine. À la sortie, 7 formations politiques ont d'ores et déjà accepté de faire le voyage de Brazzaville. Quant aux 49 autres partis, ils réservent leur réponse. Ils se réuniront samedi à Bangui pour discuter des conditions qu'ils souhaitent poser à leur participation et des questions qu'ils souhaitent voir abordées uniquement à Bangui. Rendez-vous est pris quelques jours plus tard à la présidence, où l'on se dit d'ailleurs confiant quant à l'issue de ce mouvement d'humeur politique. L'inquiétude de la Fédération internationale des ligues des droits de l'homme, quelques jours après une tentative d'enlèvement de l'épouse de Paul Mouilamboué, c'était à Lubumbashi samedi dernier. Paul Mouilamboué est un policier congolais condamné dans son pays pour l'assassinat du défenseur des droits de l'homme Floribert Chebeya et de son chauffeur. Tous les deux avaient été retrouvés morts en République démocratique du Congo en 2010. Paul Mouilamboué, lui, est en fuite. Il vit actuellement caché au Sénégal, d'où il a lancé des accusations contre celui qui était chef de la police à l'époque, John Numbi, et il pourrait bien répéter ces accusations bientôt devant la justice sénégalaise. Selon la Fédération internationale des ligues des droits de l'homme, c'est à cause de ces révélations que l'épouse de Paul Mouilamboué a été visée. C'est ce qu'explique un responsable, Paul Nsapou. Nous sommes inquiets parce que nous pensons que les ravisseurs qui ont procédé à cette tentative d'enlèvement et d'assassinat de cette dame veulent absolument exercer une pression indirecte sur Paul Mouilamboué pour qu'il n'aille pas trop loin dans son témoignage, dans sa déposition auprès des autorités sénégalaises que les partis civils ont saisi dès lors que nous avons constaté que le procès unique qui avait été ouvert à Kinshasa, un procès trompe-l'œil, avait échoué et jeté le dossier dans le panier des oubliettes. La deuxième chose que nous craignons, c'est celle d'arracher des aveux à l'épouse de Paul Mouilamboué. Ses ravisseurs et leurs commanditeurs estiment probablement qu'elle détient les informations sur le lieu où résiderait, où se cacherait Paul Mouilamboué en ce moment. Voilà les deux motifs, les deux raisons qui nous font peur actuellement. Le secrétaire général de la Fédération internationale des ligues des droits de l'homme. Quelques jours après une nouvelle série d'amnisties en République démocratique du Congo, le M23 accuse le gouvernement de ne pas respecter la déclaration qui avait été signée en décembre dernier à Nairobi. Elle prévoyait la fin des poursuites pour des milliers de combattants, mais pour l'instant, une centaine à peine ont bénéficié de cette mesure. René Abandi est le responsable du mouvement rebelle chargé du suivi de cette déclaration de Nairobi.
D'abord, l'amnistie, ce n'était pas conditionné. Maintenant, ils distribuent comme ils veulent, quand ils veulent. Normalement, le principe de l'amnistie devait être accordé pour commencer, pour pouvoir rentrer au pays, pour commencer à résoudre les causes des conflits, à faire la paix à court et à long terme. Et l'M23 devait se transformer en parti politique avec le droit de changer ou pas le nom. Ensuite, il devait y avoir des commissions pour résoudre une série de questions convenues de commun accord durant tout le temps qu'on a discuté. Quelles sont ces structures? Une commission de réconciliation, une commission de retour des réfugiés, une commission d'enquête sur les massacres qui se sont passés dans le pays, une commission de restitution de biens volés, notamment les biens immobiliers volés dans l'Est. Maintenant, 7 mois après, on devait être quelque part en train d'évaluer ce qui est fait, mais rien n'est fait de tout ça. Officiellement, il ne reste plus qu'un mois pour bénéficier de cette amnistie. Les autorités reconnaissent que le processus prend du temps parce que la plupart des combattants se trouvent en Ouganda et au Rwanda. Mais Kinshasa assure que tout est mis en œuvre pour que les engagements soient respectés. RFI 6h35 à Kinshasa. À suivre dans ce journal, des tensions communautaires à la frontière entre le Mali et le Niger. Nous irons aussi en Guyane où ont été lancés hier 4 satellites pour améliorer l'accès à Internet en particulier sur le continent africain. Mais d'abord, direction le Burundi, Anne Kantner, où les églises évangéliques n'apprécient pas les nouvelles mesures adoptées par les députés. Cette semaine, l'Assemblée a voté à l'unanimité un projet de loi qui fixe un niveau d'études minimum pour les responsables de ces lieux de culte et qui impose aux églises d'avoir au moins 500 membres pour être agréées. Bref, il sera plus dur pour les églises évangéliques d'être reconnues par les autorités. Et notre correspondant Esdras Dikoumana est allé recueillir quelques réactions. Il est 17h, l'heure consacrée aux chants et louanges dans cette petite église évangélique de Bouiza, un quartier populaire au cœur de Bujumbura. Le pasteur de cette communauté ne veut pas donner son nom. On ne sait jamais, explique-t-il dans un rire nerveux, mais il se dit inquiet car cette nouvelle loi vient assombrir, selon lui, les perspectives d'avenir pour de nombreuses églises évangéliques du Burundi. Il y a des points positifs dans cette loi, mais elle contient aussi beaucoup de dispositions qui seront difficiles à mettre en œuvre pour les églises, surtout les nouvelles églises. La nouvelle loi veut lutter notamment contre les nuisances sonores causées par ces églises. C'est le cas pour cette communauté qui prit dans une sorte de hangar ouvert à tous les vents. Pierre, qui habite juste à côté, n'en peut plus. Ça nous dérange énormément, surtout lorsqu'ils font de la musique comme ça. Ils nous cassent les oreilles et on n'en dort même pas. On n'a pas la paix. Mais le pasteur de cette communauté n'en pense pas moins. Il y a beaucoup de bars, de boîtes de nuit où on danse une musique plus forte. Il devrait plutôt y avoir plus d'églises pour que les gens changent, qu'ils ne pêchent plus, pour qu'il y ait la paix dans ce pays. Ces confessions religieuses auront 24 mois pour se conformer à la nouvelle loi. Esdras Dikoumana, Bujumbura, RFI. Le représentant du gouvernement malien a rencontré hier les partis politiques de la majorité et de l'opposition pour parler des discussions prévues la semaine prochaine à Alger. Elles réuniront les autorités, les mouvements politiques et les groupes armés du nord du pays. Pour Bamako et pour les pays médiateurs dans cette crise, il s'agit de la première étape des négociations de paix. Mais les Touaregs du MNLA préviennent, ils y voient simplement une réunion technique pour fixer le lieu et la date des négociations à venir. Au Niger, plusieurs éleveurs peuls assurent avoir été la cible d'enlèvements et de vols de bétail. Nouvelle illustration des conflits communautaires qui persistent à la frontière entre le Mali et le Niger. Depuis 2 ans, ils ont pris une tournure un peu différente. Les peuls accusent le MNLA de travailler avec les djihadistes. Et de son côté, le groupe Touareg dénonce des liens entre éleveurs peuls et combattants du Moujao. Diallo Aboubakar est président du Conseil des éleveurs du Nord Tillabéri au Niger. Depuis le début de la rébellion du Mali, vraiment, on a constaté plusieurs séries d'attaques contre des éleveurs peuls qui sont en transhumance au Mali. Des attaques qui venaient du MNLA, bien qu'ils ne veulent pas le reconnaître. Ces derniers temps, nous avons cité des séries d'enlèvements. La dernière fois encore, c'était le 21 juin passé, au marché de Tagala. Là-bas aussi, ils ont arrêté 2 de nos compatriotes, 2 jeunes qu'ils ont amenés à Dramboukar. Il a fallu qu'ils prennent 1 million avec les parents pour les libérer. Donc nous, on ne comprend plus le MNLA. Quand les gens disent qu'ils font de la rébellion, alors qu'ils s'en prennent à des éleveurs, à des pauvres citoyens. Et c'est ça vraiment que nous sommes en train de dénoncer.
Et nous demandons qu'ils arrêtent ça parce que c'est pas bon. Ça fait des années que nous nous battons avec ces gens-là, avec les Touaregs, mais je pense qu'il est temps que nous sommes des grands garçons, nous sommes des hommes civilisés. Il faut qu'on arrête ça. Ils ont besoin de nous, on a besoin d'eux. Et il ne faut pas que les gens, pour des questions indépendantistes ou autres, qu'ils pensent qu'ils peuvent écarter une communauté au détriment des autres. Il est temps qu'on les désarme, que tout le monde soit désarmé et que la paix puisse revenir vraiment dans la Zawa. Nous devons vivre ensemble, nous sommes tous des nomades. Vraiment, il est temps qu'ils arrêtent. Ils font leur guerre avec ce qu'ils veulent, mais ils n'ont qu'à laisser vraiment les pauvres citoyens. Des propos recueillis par Christine Muratet. Une bonne nouvelle pour les fonctionnaires au Gabon. Grâce à une prime spéciale pour la performance, la PIP, les versements ont commencé au début de la semaine, mais seulement pour quelques-uns. Pour l'instant, la plupart des fonctionnaires n'ont rien touché. Yves-Laurent Goma. La pipe dans la poche, Karine et ses amis se lâchent dans un bar autour des cotistes brisés. On est venu se distraire quand même pour oublier les soucis, quoi. Quelques heures plus tôt, l'ambiance était détendue au siège de leur ministère. Nous sommes en train de payer la pipe. Nous sommes plus que contents et merci pour Ali Bongo Ondimba pour cette pipe qu'il a vraiment promis et qu'il a réalisée. Certains agents ne sont pas contents des sommes perçues. On vient d'être payé, mais on n'est pas vraiment satisfait. C'est trop petit pour moi, le vieux. Il y a la disparité déjà même dans cette histoire de pipe. Nous attendons d'abord la sortie de la grille. La pipe est en fait une prime qui remplace les fonds communs, un privilège dont jouissaient 9000 fonctionnaires opérant dans des administrations dites juteuses. Une décision du président de la République élargit la nouvelle prime à 30 000 fonctionnaires. Parmi les nouveaux bénéficiaires, il y a les agents du ministère de la Culture. Depuis lundi, ils sont assidus au travail, mais la pipe ne vient pas. Nous sommes les derniers des ministères. Tout le monde est là, mais malheureusement, la pipe tarde à venir. Officiellement, l'argent est disponible pour tous les bénéficiaires, mais le gouvernement ne dit pas pourquoi ça coince. Yves-Laurent Goma, Libreville, RFI. On en sait un peu plus sur l'attaque du palais présidentiel mardi soir en Somalie. Les assaillants ont pu passer tous les contrôles de sécurité sans être fouillés entièrement parce qu'ils étaient accompagnés par un homme travaillant à l'intérieur du bâtiment, le fils de l'imam de la mosquée du palais présidentiel et neveu d'un colonel de l'armée. 4 satellites ont été lancés hier de Kourou en Guyane française et ils devraient avoir des conséquences sur la vie de nombreux Africains. Oui, ils doivent permettre d'apporter une connexion Internet à des zones qui en sont privées, d'améliorer le débit, de réduire ce que l'on appelle la fracture numérique, c'est-à-dire une très forte disparité entre certains pays, mais aussi entre les villes et les zones rurales. Les explications de Patrick Chompré. La Somalie, la RDC, le Kenya, voilà les pays qui devraient profiter en premier de ce nouvel accès à l'Internet. Mais à terme, c'est tous les pays d'Afrique qui pourront bénéficier d'un accès plus fiable et moins cher au réseau. Le projet a été conçu par un Américain, Greg Weiler, un ingénieur des télécoms qui travaillait au Rwanda dans les années 2000, qui a sillonné l'Afrique et constaté combien ils étaient nombreux, ceux qui n'avaient pas ou peu d'accès à l'Internet. Son idée est donc d'acheminer le réseau grâce aux satellites en évitant ainsi les infrastructures au sol, le câble, la fibre, souvent chers. Il a conçu avec ses partenaires un système de petits satellites peu onéreux à produire qu'il place sur une orbite moyenne, moins de 8000 km au-dessus de nos têtes. Résultat, la connexion est fiable, rapide puisque les satellites sont proches et les coûts diminués. Avec ces 4 satellites lancés jeudi soir depuis Kourou, la constellation commence à être opérationnelle. Elle le sera encore plus dans quelques mois puisqu'un nouveau lancement est prévu début 2015. Pour de nombreux habitants de l'Afrique, c'est l'occasion de voir diminuer la fameuse fracture numérique. À Kourou, sur le port spatial européen, Patrick Chompré, RFI. Merci d'écouter RFI. 5h44 en temps universel, c'est l'heure de retrouver Anthony Latier. Merci Anne Cantner, à tout à l'heure. Afrique Matin sur RFI. À suivre dans Afrique Matin, notre invité Cyriaque Gonda, porte-parole des 49 partis politiques qui ne veulent pas que l'avenir de la Centrafrique soit discuté à Brazzaville, comme c'est prévu. Alors, est-ce un non définitif? Nathalie Amar lui posera la question dans 5 minutes. Mais d'abord, le journal des sports. RFI. Et vous, monsieur, pourquoi choisissez-vous Total? C'est simple. Chez Total, on trouve de tout. Et puis, faut reconnaître que le service est impeccable. Les pompistes répondent à toutes vos questions et puis ils n'hésitent pas à vous donner des bons conseils. Oui, on peut vraiment leur faire confiance. D'ailleurs... Papa, on peut y aller maintenant? Et tout ça, ce sont nos clients qui le disent. Chaque jour, vous êtes des millions à choisir Total. Entre nous, c'est une histoire de confiance. Total. Vous ne viendrez pas chez nous par hasard. Vivez la Coupe du Monde de football sur RFI.
Alexandre Seban est avec nous. Le mondial fait donc relâche jusqu'à demain et la petite finale entre le Brésil et les Pays-Bas. On s'intéresse justement à cette rencontre, Alexandre, et aux suites de la défaite historique de la Seleção en demi-finale face à l'Allemagne. Si la formation brésilienne s'est complètement désintégrée mardi face aux Allemands, il y en a un qui reste sûr de son travail et de la qualité de son travail, c'est le sélectionneur brésilien Luis Felipe Scolari, reste confiant. Et pourtant, les critiques ne cessent de tomber sur celui qui sera encore samedi le sélectionneur de la Seleção. 0,7 sur 10. Telle est la note donnée à Luis Felipe Scolari par un journal brésilien au lendemain du désastre. Un autre a titré « Va brûler en enfer, Felipão ». L'agent de Neymar va encore plus loin en le qualifiant de présomptueux et de ridicule. Les critiques à l'encontre du sélectionneur viennent même des dirigeants brésiliens. Pour l'un des futurs vice-présidents de la fédération, Scolari a été trop têtu. Tout a été mal fait, le choix du groupe, la préparation et la tactique. Il est vrai que beaucoup de journalistes se sont étonnés de voir le jeune Bernard lancé à la place de Neymar et de son choix de ne pas renforcer le milieu de terrain face à la redoutable Mannschaft. Également pointé du doigt, les entraînements très légers pratiqués par Scolari durant ce mondial et la confiance maintenue à l'attaquant Fred malgré son inefficacité. Attaqué, Felipão défend néanmoins son bilan, avançant que jamais depuis 2002 le Brésil n'avait atteint une demi-finale de Coupe du Monde. Selon lui, tout n'a pas été si mauvais, à l'exception, dit-il, de ces 6 minutes de coupure générale au cours desquelles la Seleção a encaissé 4 buts. Scolari qui ajoute que son nouveau rêve est de décrocher la 3e place du tournoi samedi. Ce n'est qu'après qu'il évoquera son avenir avec la fédération brésilienne. Éric Mamrut, Rio de Janeiro, RFI. Éric Mamrut, merci à lui. On le retrouvera évidemment ce samedi pour cette petite finale aux côtés d'Olivier Pron aux commentaires. La finale, elle se disputera dimanche à Rio de Janeiro, au stade Maracana, Allemagne, Argentine, coup d'envoi à 19h, temps universel en direct évidemment sur l'antenne. Et pendant ce temps, Alexandre, on s'organise pour la reprise des championnats dans quelques semaines et le marché des transferts est déjà activé. Alexis Sanchez à Arsenal, c'est fait. Le milieu de terrain chilien du FC Barcelone s'est officiellement engagé avec les Gunners. La durée du contrat n'a pas été précisée par le communiqué officiel du club de la capitale anglaise. De l'athlétisme et le rendez-vous de la Ligue de Diamant ce soir à Glasgow en Écosse. Avec un retour très attendu, celui de David Rudisha, le champion olympique du 800 mètres, Antoine Grenier. Sur 400 mètres, Amantley Moncho a définitivement une revanche à prendre. Une revanche sur Novene Williams-Mills, la Jamaïcaine, qui dominait la discipline depuis le début de la saison. Revanche sur les Américaines, Francesca McCorrory et Sania Richards-Ross, qui ont remporté les 2 dernières manches de la Ligue de Diamant sur 400. Mais surtout, revanche contre elle-même, car après un début de saison en fanfare, avec une 2e place décrochée en 50 secondes 37 à Shanghai à la mi-mai, Moncho n'y arrive pas. 3e à Oslo en 51,05, absente à Lausanne, la championne du monde 2011 semblait en difficulté avant sa 4e place acquise à Saint-Denis dans un temps plus conforme à son niveau, 50 secondes 70. Sur 1500 mètres, Hélène Obiri aussi veut sa revanche. Dans cette Ligue de Diamant, la Kenyane brille quand elle est là. Absente à Shanghai et New York, Obiri s'est imposée à Eugene et a terminé 3e à Saint-Denis, derrière la Suédoise Abeba Aregawi, intouchable en Ligue de Diamant. Obiri tentera donc à Glasgow de reprendre la meilleure performance mondiale sur 1500 mètres. Une performance dont elle était détentrice jusqu'au meeting de Saint-Denis, où elle s'en est fait déposséder par la néerlandaise Sifan Hassan pour 5 petits centièmes. Et puis on n'oublie pas les résultats de cette réunion de Glasgow à retrouver sur le www.rfi.fr, rubrique sport bien sûr. Merci Alexandre Seban. RFI, l'actualité internationale. Anthony Latier. À la une de ce vendredi, de nouveaux bombardements de l'aviation israélienne dans la bande de Gaza. Une centaine de morts en 4 jours. Les tirs de roquettes vers Israël se poursuivent. Une roquette a également été tirée à partir du sud du Liban. Le président américain Barack Obama propose, lui, une médiation. Mais selon la presse israélienne, le Premier ministre Benjamin Netanyahou écarte l'idée d'un cessez-le-feu pour l'instant. En Ukraine, les séparatistes pro-russes annoncent avoir recruté des centaines de
de volontaires dans l'est du pays. Kiev affirme que sa proposition de cessez-le-feu a été rejetée. Et puis les relations entre l'Allemagne et les États-Unis empoisonnées par une affaire d'espionnage. Dernier épisode hier, Berlin a expulsé le chef des services secrets américains en Allemagne, mesure rarissime. Pas de commentaire officiel pour l'instant du côté des États-Unis. RFI. L'invité d'Afrique Matin, à présent sur RFI, c'est le porte-parole en Centrafrique des représentants de 49 partis politiques et de ceux de la plateforme religieuse qui ont publié une déclaration commune. Un forum sur l'avenir de la Centrafrique est prévu dans 10 jours à Brazzaville, au Congo. Et bien dans cette déclaration commune, les signataires demandent à ce que ce forum se tienne sur le sol centrafricain et non dans un pays étranger. Cyriaque Gonda du PNCN, Parti national pour un Centrafrique nouveau, porte-parole donc de ses signataires, répond aux questions de Nathalie Amar. Cyriaque Gonda, bonjour. Bonjour, madame. La déclaration commune est-elle un nom définitif au Forum de Brazzaville ? Non, ce n'est pas un nom définitif au Forum de Brazzaville. On nous dit qu'il faut aller discuter de la résolution de la crise centrafricaine et nous pensons que la résolution de la crise centrafricaine doit se passer ici, sur le sol centrafricain, devant le peuple centrafricain, qui est la première victime. Comme pour N'Djamena, au début de l'année, en janvier, un refus pourrait être suivi finalement d'une acceptation de se rendre à Brazzaville. C'est aussi une réaction à ce que nous avons appelé une déportation à la bétaillère. Le CNP a été déporté là-bas pour décider du dégagement du président de Toudja et de son premier ministre. Nous avons pensé qu'on pouvait le faire en sol centrafricain. Il est question dans cette déclaration d'humiliation, le mot est très fort. Quand il y a eu des crises dans le monde, le Libéria, la Côte d'Ivoire, le Burundi, le Kenya, etc., on n'a jamais assisté à un spectacle où on a déporté toute une assemblée nationale provisoire, c'est-à-dire le Parlement provisoire de la transition, quelque part, c'est une question de principe. On pouvait le faire tranquillement dans notre pays. La mise à l'écart de la présidente Catherine Samba-Panza à Malabo fin juin, ça aussi c'est une goutte d'eau qui a fait déborder le vase et qui conduit à cette déclaration. Une concertation en marge du 23e sommet de l'Union africaine ne devait pas se passer en la mettant ainsi, si vous voulez, dans le couloir. Les représentants des partis opposés au Forum de Brazzaville ont été reçus hier à la présidence. La présidence qui dit Brazzaville n'est que le début du processus, tout ne va pas se décider hors de Bangui. Vous n'êtes pas sensible à cet argument ? Non, nous sommes très sensibles. Elle nous a donné des éléments que nous n'avions pas eus, sur la base simplement des déclarations, des communiqués conjoints, du communiqué final, etc. Et donc, à partir de là, nous allons nous retirer. Je viens de convoquer une réunion le samedi des 49 partis et de la plateforme de construction religieuse. Nous allons nous retrouver le samedi. Nous allons aviser. Mais nous n'excluons pas notre participation si ce n'est qu'un début, c'est-à-dire la consécration d'un cessez-le-feu et du déclenchement du désarmement. Nous n'excluons pas notre participation. Mais s'il s'agit de discuter des problèmes de la réconciliation de notre pays, on doit le faire sur le sol centrafricain. Si on aboutit à un cessez-le-feu entre Séléka et Anti-Balaka, vous craignez que cela ne marginalise peut-être encore la classe politique centrafricaine ? La crise qui existe dans la République centrafricaine, c'est une crise politique. Le cessez-le-feu entre deux milices qui ne sont pas les forces armées de notre pays, ne nous engage en rien. On veut que ces forces néfastes soient désarmées. Le remaniement gouvernemental a un peu tardé. Quel gouvernement faut-il aujourd'hui à la Centrafrique ? La crise, elle est politique. La thérapeutique appropriée, elle est politique. C'est des hommes politiques qui doivent être à côté d'un premier ministre suffisamment impliqué, mais nous ne voudrions pas qu'il y ait un gouvernement qui soit établi sur la base de représentativité confessionnelle, religieuse, partisane et ethnique. Nous avons été catégoriques et nous l'avons exprimé à la présidente. Craignez-vous que le cessez-le-feu en préparation ne se traduise finalement par une forme d'impunité pour ceux qui ont commis des crimes depuis le début de la crise ? On ne doit pas laisser les bourreaux du peuple centrafricain impunis. C'est le fait que les gens ont utilisé
les processus de réconciliation comme, si vous voulez, les possibilités de blanc-seing par rapport à leur crime, qui fait que la République centrafricaine retombe toujours dans ce cycle infernal de conflits. Vous parlez de désarmement. Faut-il réarmer les FACA? Il en a été question en début de semaine à Addis Abeba d'une demande de levée de l'embargo onusien. Nous avons vu les limites des sangaristes, nous avons vu les limites de l'intervention des forces de la MISCA. Il n'y a que les FACA qui connaissent bien la République centrafricaine. Elle seule connaît là où sont les anti-Balaka, elle seule connaît là où sont les Séléka, elle seule est capable d'amener la sérénité, la sécurité au peuple centrafricain. Merci Cyriaque Gonda. Merci beaucoup. Cyriaque Gonda répondait à Nathalie Amar. À suivre la musique. En sol majeur, Yasmine Chouaki. Thomas N'Gijol est passé du petit au grand écran sans transition. Notre trublion hexagonal s'offre un été en tant que réalisateur, scénariste, interprète de Fast Life, un premier long métrage qui allie comédie et tendresse. Thomas N'Gijol vient nous parler de rap, de foot, du Cameroun, le tout avec une dégaine qui la ramène pas trop. En sol majeur, Yasmine Chouaki. Samedi, à partir de 23h10 TU. RFI. C'est pas du vent, Anne-Cécile Bras. La France va enfin interdire l'utilisation des sacs plastiques. De nombreux pays l'ont déjà fait. Nous irons en Inde et au Tchad pour voir comment la loi est appliquée et au Togo où une association recycle avec brio les sacs à eau jetables. C'est pas du vent, Anne-Cécile Bras. Dimanche, à partir de 11h10 TU. RFI. Vous pouvez écouter ou réécouter RFI par téléphone en Côte d'Ivoire et au Niger. Si vous êtes client Orange, appelez le 734 et laissez-vous guider sur notre kiosque vocal. Vous y trouverez le dernier journal Afrique, les journaux des sports et bien d'autres chroniques. En Côte d'Ivoire et au Niger, avec Orange et RFI, suivez l'actualité où que vous soyez sur le 734. Comme tous les jours de la semaine avant le journal, on redécouvre un artiste soutenu par RFI, un RFI talent. Aujourd'hui, place au rock algérien de Sidi Bémol. Voici Virage. طريق قبالة بلا هماج وبلا هراج واش يستناني في الدورة واش يستنى عالم غير الله منظر حطة صورة شابة بيزاج قرية مهرودة عم بوتياج الفو باراج واش يستناني في الدورة واش يستنى عالم غير الله بات في غسول في بوق الزول في عين الغول مدف المشروحة في فريحة ولا بنطلحة Virage, extrait du 9e album de Sidi Bémol, album intitulé Afia, album
coédité par RFI. Sidi Bémol sera en concert demain au festival Nuit d'Afrique à Montréal au Canada. Plus d'infos sur rfi.fr/talent ou sur rfimusique.com. Vous connaissez l'adresse. Le journal tout de suite de Bruno Faure et on se retrouve dans une dizaine de minutes avec notamment la revue de presse de François-Xavier Freland. À tout de suite.